Bonjour. Max Horkheimer, Théodore Adorno, la dialectique de la raison. Une théorie qui affirme que le cœur de la vérité est lié au cours du temps. Au lieu de l'opposer, telle une constante immuable au mouvement de l'histoire. L'évolution de notre monde tend vers une bureaucratisation excessive. Ce livre constate l'évolution vers l'intégration totale et menace de s'accomplir à travers les dictatures et les guerres. Renversement de la raison en positivisme, identification entre l'intellect et ce qui est hostile à l'esprit. Il importe bien plus de préserver la liberté, de l'aider à se développer et à s'épanouir que d'accélérer l'évolution vers un monde bureaucratisé. Cet ouvrage est la tentative de comprendre pourquoi l'humanité, au lieu de s'engager dans des conditions vraiment humaines, sombrait dans une nouvelle forme de barbarie. Dans l'activité scientifique moderne, la rançon des grandes inventions était une décadence croissante de la formation théorique. L'actuel effondrement de la civilisation bourgeoise, non seulement l'activité scientifique, mais le sens même de la science est devenu problématique. Autodestruction incessante de la raison, où la pensée se transforme inéluctablement en marchandise. L'école de Comte usurpa la succession des encyclopédistes. Métamorphose de la critique en affirmation touchant le contenu théorique et sa vérité se volatilise. Sans se limiter strictement à la vérification des faits, l'esprit cognitif est trop exposé au charlatanisme et à la superstition, les mécanismes de censure, les privant du moyen de résister. Si la raison n'entreprend pas un travail de réflexion sur ce moment de régression, elle scellera son propre destin. Le pensée perd son caractère transcendant et sa relation à la vérité. Mystérieuse disposition qu'ont les masses à se laisser fasciner par le despotisme, révélant la faiblesse de l'intelligence théorique actuelle. La cause de cette régression de la raison doit être recherchée dans la raison elle-même, paralysée par la crainte que lui inspire la vérité. La vérité n'est pas seulement la conscience rationnelle, mais aussi la forme que prend celle-ci dans la réalité. Le rapport de dépendance de l'homme moderne avec la nature ne peut être séparé du progrès. L'individu est réduit à zéro par rapport aux puissances économiques. L'individu disparaît devant l'appareil qu'il sert. La raison doit prendre conscience d'elle-même si les hommes ne doivent pas être trahis totalement. Intrication de la rationalité et de la réalité sociale et intrication de la nature et de la domination de la nature qui en est inséparable. L'Aufklärung a pour but de libérer les hommes de la peur et de les rendre souverains. Son programme a pour but de libérer le monde de la magie, détruire les mythes et apporter à l'imagination l'appui du savoir. La supériorité de l'homme réside dans le savoir. La technique est l'essence même de ce savoir. Libérer le monde de la magie, c'est en finir avec l'animisme, tout ce qui ne se conforme pas aux critères du calcul et de l'utilité est suspect à la raison. L'anthropomorphisme, la projection de la subjectivité sur la nature, est à la base de tout mythe. L'homme ressemble à Dieu par sa souveraineté sur l'existence, par son regard qui est celui d'un maître, par le commandement qu'il exerce. Le mythe devient raison et la nature pure objectivité. Les hommes paient l'accroissement de leur pouvoir en devenant étrangers à ce sur quoi ils l'exercent. Le principe de l'immanence est le principe même du mythe. Sous la domination de l'industrie, pour qui l'abstraction organise le produit de la raison. Cette abstraction organise la reproductibilité. Les hommes devinrent le troupeau dont Hegel dit qu'il est le produit de la raison.
Dédoublement de la nature en apparence et essence, en action et force, à partir duquel le mythe et la science deviennent possibles, né de la peur de l'homme qui, en s'exprimant, servira d'explication. L'homme croit être libéré de la peur quand il n'y a plus rien d'inconnu. Platon a proscrit la poésie du même geste que le positivisme proscrit la théorie des idées. L'art doit d'abord prouver son utilité. Platon condamne l'imitation. L'œuvre d'art a toujours en commun avec la magie le fait qu'elle institue sa propre sphère, contraste entre l'image pure et la réalité physique. Selon Schelling, l'art commence là où le savoir fait défaut. Le monde démythisé du judaïsme se réconcilie avec la magie en la niant dans l'idée de Dieu. Selon Kant, le jugement philosophique vise la nouveauté et pourtant il ne reconnaît aucune nouveauté, se contentant de répéter ce que la raison a déjà mis dans l'objet. Le fait a le dernier mot, la connaissance se contente de sa répétition. En présentant le passé comme quelque chose d'unique, le cycle prend le caractère de l'inéluctable et la peur inspirée par l'ancien état de choses se répand sur le présent qui devient simple répétition du passé. Dans le monde rationalisé, la mythologie a envahi le domaine du profane. La raison éprouve une terreur mythique à l'égard du mythe. Dans l'économie bourgeoise, le travail social de chaque individu est médiatisé par le principe du moi. Aux uns, il doit permettre un accroissement de leur capital, aux autres, il doit donner la force d'accomplir un surcroît de travail. Pour l'idéal bourgeois, le naturel est la vertu du juste milieu. La promiscuité et l'ascèse, la surabondance et la faim, bien qu'antagonistes, s'identifient comme puissance de destruction. L'essence de la raison est l'alternative, aussi inéluctable que la domination. Les hommes eurent toujours à choisir entre leur soumission à la nature ou la soumission de la nature au moi. La voie de la civilisation fut celle de l'obéissance et du travail. Les mesures que prend Ulysse dans l'Odyssée, au moment où son bateau s'approche des sirènes, préfigurent allégoriquement la dialectique de la raison. Ulysse se fait remplacer dans le travail et ne peut céder à la tentation de s'abandonner, tandis que ses compagnons ne peuvent jouir de leur travail parce qu'ils l'accomplissent sous la contrainte sans espoir, tout leur sens obturé de force. Rétrécissement de l'intellect, la surdité des prolétaires ne présente aucun avantage sur l'immobilité du dirigeant. Lorsqu'on dit que les masses sont en régression, cela revient à dire qu'elles sont incapables d'entendre de leurs propres oreilles ce qui leur est inconnu. Ces masses seront gavées comme armées de chômeurs, rabaissées au niveau du plus pur objet du système administratif qui préforme tous les secteurs de la vie moderne. Le pouvoir du système sur les hommes augmente à mesure qu'il les éloigne de l'emprise de la nature. Fuyant la nécessité pour se réfugier dans le progrès, l'humanité est incapable de s'arrêter sans abandonner la connaissance elle-même. La raison s'oppose à la domination. Devenir totalitaire en absorbant la liberté, en multipliant la violence par l'entreprise du marché, l'économie bourgeoise a multiplié ses objets. Le pouvoir des choses apprendra à tous à se passer finalement du pouvoir. Nietzsche, après Hegel, reconnaîtra la dialectique de la raison. La tâche de la raison est de faire prendre conscience aux hommes d'État que tous leurs faits et gestes sont des mensonges délibérés. La raison fut un instrument pour les virtuoses de l'art de gouverner, comme Confucius en Chine, l'Empire romain ou Napoléon enfin la papauté. Ulysse, dans ses aventures, tel un éternel novice, cède à chaque fois aux nouvelles sollicitations semblables dans sa folle curiosité, aux mimes qui répéteraient inlassablement ses rôles. La ruse est le moyen dont dispose le soi aventureux pour se perdre afin de mieux se préserver. La part de duperie dans le sacrifice fournit le modèle des ruses pratiquées par Ulysse.
Les sacrifices recèlent une sorte de rationalité sanglante, guère séparable de la soif des privilèges. Le soi persistant dans son identité qui surgit après la suppression du sacrifice. La transformation du sacrifice en subjectivité s'effectue sous le signe de la ruse. Celui qui commande, Ulysse, l'ingénieux, en dépit de tous ses exploits, est toujours plus faible que les puissances contre lesquelles il doit lutter. Les épisodes célébrant la force physique de l'aventurier sont des exercices physiques. Les aptitudes athlétiques d'Ulysse sont celles du gentleman qui, à l'abri des préoccupations d'ordre pratique, peut se consacrer à son entraînement en seigneur pleinement maître de soi. La raison bourgeoise s'accorde toujours pour exiger la lucidité, le sens des réalités et évaluer avec précision les rapports de force. Dans la société de classe, tout pouvoir est lié à la conscience aiguë de sa propre impuissance. La ruse est le défi rationalisé. La ruse permet de conserver le soi. Pour l'économie bourgeoise, le concept du risque, l'éventualité d'un fiasco doit être la justification morale du projet. Chez Homère, échouer et être ingénieux sont équivalents. L'accomplissement de l'ordre mythique est toujours une injustice pour la victime. Le paradoxe de l'épopée réside dans le fait que la notion de patrie s'oppose à celle de mythe, réminiscence de l'histoire ou la vie sédentaire, qui conditionne l'existence de toute patrie, succéda au nomadisme. La raison est la faculté de déduire le particulier du général. Selon Kant, l'homogénéité du général et du particulier est garantie par le schématisme de l'entendement pur ou le fonctionnement inconscient du mécanisme intellectuel qui structure la perception en fonction de l'entendement. L'instauration de cette unité est la tâche consciente de la science, le système vers lequel tend la raison est la forme de connaissance qui vient le mieux au bout des faits, qui soutient le plus efficacement le sujet entreprenant de dominer la nature. Ces principes sont ceux de la conservation de soi. La minorité se révèle être l'incapacité de survivre. La science elle-même n'a aucune conscience de ce qu'elle est. Elle est un instrument. Fin de la première partie.